parfois la discrétion a beaucoup plus d'efficacité que de mener une démarche tambour battant. Alors, et puis, ça a quand même été important parce que ce qu'on considérait encore comme inespéré, c'est-à-dire la rencontre en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, a quand même eu lieu à Doha. Donc c'était une très bonne chose parce que, vous vous rappelez, à Luanda, le président rwandais ne s'était pas rendu, tout comme les responsables du M23 n'ont pas fait le déplacement non plus. Mais là, on a vu que carrément, les deux chefs d'État se sont finalement rencontrés et c'est ce que nous disons. Moi, je l'ai toujours dit depuis très longtemps, la solution à la crise de la République démocratique du Congo ne peut être trouvée qu'à l'issue d'un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Il n'y a pas d'autre solution. Et ça, il faut bien comprendre. Il faut encore un autre tête-à-ête. Parce que mais, ça a eu lieu à Doha. Mais vous allez voir, on va revenir là-dessus, mais ce qui se fait maintenant, c'est le cheminement pour la sortie des crises à l'issue d'un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Parce que, bon, ce qui s'est passé hier, c'était quoi? Ce sont les ministres des Affaires étrangères qui se sont réunis. Et les ministres des Affaires étrangères sont en train de préparer le terrain pour ouvrir l'espace qui permette aux deux chefs d'État de se rencontrer et puis finalement arriver à conclure un accord qui sera la fin des hostilités et en même temps la signature d'un pacte pour la normalisation des relations bilatérales entre nos deux pays. Il faut dire que ceux qui se sont retrouvés à Doha, c'est une rébellion congolaise. Oui. En quoi est-ce que ça implique le Rwanda? Non, mais il faut... À Doha, on a dit le gouvernement et sa rébellion. En quoi est-ce que ça... C'est AFC M23 ou... Mais moi, je l'ai toujours rappelé. Il n'y a pas de rébellion si vous n'avez pas un pays limitrophe comme base arrière. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que moi, j'ai toujours considéré qu'il y a un impératif à disjoindre les aspects de ce conflit. Il y a un aspect externe qui s'articule en termes d'agression de notre pays par un pays voisin. Et puis, il y a l'aspect interne de certaines personnes qui se rebellent contre le pouvoir central. Bon, mais le problème ici, c'est quoi? C'est que, comme vous savez, dès lors que cette rébellion n'aurait pas eu lieu, si elle n'avait pas obtenu l'appui d'un pays étranger, cette rébellion participe aussi de l'agression de notre pays par le pays voisin. Donc on se fait agresser par nos propres frères. Mais bien entendu, c'est-à-dire avec la complicité d'un pays voisin. Parce que comme je l'ai dit, il y a l'interdiction de recours à la force qui constitue, que l'on appelle effectivement le principe, un des principes fondamentaux qui régissent la Charte des Nations Unies. Alors, et comme je l'ai rappelé auprès de vos confrères, c'est-à-dire cette agression peut se faire, la violation de ce principe peut se faire de deux manières, soit directement, soit indirectement. Si c'est directement, c'est-à-dire c'est l'armée rwandaise qui franchit la frontière et qui viole l'intégrité de notre territoire et viole en même temps la souveraineté de notre pays. Mais le Rwanda peut le faire aussi indirectement. Ah, lui, il a fait 2 fois. Il a violé l'intégrité. Il s'est servi également de ça. Donc, lui. Et il a armé, les donc, Congolais pour se rebeller contre le gouvernement central. L'un et l'autre de ces aspects participent de l'agression caractérisée et formalisée par la communauté internationale. Doha a réussi là où Nairobi et Luanda ont échoué. Est-ce un échec de la diplomatie africaine dans la crise congolaise? Non, pas du tout. Je pense que, bon, écoutez, Doha n'a pas encore donné des résultats. Mais oui, il y a des retraits. Il y a des mots d'ordre qui sont lancés. Il faut que les médias accompagnent ces processus. Il y a le retrait de l'AFC M23 de certains territoires. Il y a des gestes de bonne volonté, comme le disait encore le conseiller de Donald Trump, Monsieur Boulos. Tout ce qu'on n'avait pas réussi, tout ce qu'on n'a pas réussi à obtenir, ni Luanda, ni Nairobi, Doha a réussi à le faire en quelques jours, en quelques heures. C'est aller vite en besogne de considérer que le processus au niveau du principe de solidarité de l'Union africaine était un échec, parce qu'on était, le processus était en cours. Et bon, mais ce qui se passe actuellement, c'est que il y a un troisième larron qui surgit, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et je peux vous dire que le fait que, par exemple, à Wailkali, il y a eu ce qu'on a remarqué, c'est-à-dire
la rébellion s'est retirée de Walikale et on a stoppé son avancée. Peut-être que se serait dirigé vers Kisangani. Il y a eu, en tout cas, un mot d'ordre qui est venu de l'extérieur pour imposer le fait que on ne doit pas continuer cette aventure et qu'il était grand temps de trouver une solution à la crise congolaise. Il ne faut pas oublier que il y a eu quand même ce contact entre l'envoyé spécial du président américain et l'émir du Qatar. Et c'est à l'issue de ce contact, finalement, on a influencé la progression. Ben oui, là où les chefs d'État africains n'ont pas réussi, on voit c'est l'émir du Qatar, c'est Donald Trump. L'Afrique, diplomatiquement, ne pèse pas grand-chose sur la situation en RDC. Oui, pour l'instant, c'est pour ça que je dis que au niveau de la gestion des relations internationales, il y a une véritable anarchie. Et en même temps, sur le plan continental, il y a aussi le fait, une carence au fait de confiance entre certains chefs d'État et qui pose problème. Le fait que, par exemple, le président rwandais ne se soit pas rendu à Luanda est révélateur de cette absence de la gestion. Considération à l'endroit des pairs ou à l'endroit de l'Afrique? Non, mais pas nécessairement, parce que bon, vous savez, il peut y avoir... Parce qu'ils sont allés vite au Qatar, hein. Personne ne s'est absenté quand il s'agit de l'émir du Qatar, hein. Oui, mais comme je vous l'ai dit, l'émir du Qatar a eu de très bonnes relations avec le président Kagame. L'émir du Qatar a beaucoup investi au Rwanda et l'émir du Qatar a aussi des projets importants et gigantesques pour la République démocratique du Congo. Donc, il faut voir, là, au Rwanda, l'émir s'est déjà investi énormément, mais en même temps, je pense que les opportunités qu'il y a en République démocratique du Congo sont incomparables avec ce que peut tirer l'émir du Qatar du Rwanda. Donc, s'il y avait un choix à faire, je crois que l'émir du Qatar opterait plutôt pour la République démocratique du Congo, mais sans non plus se démarquer du Rwanda. C'est pour cette raison que l'émir s'implique pour qu'on trouve un compromis à ce conflit à travers les deux chefs d'État et l'émir préserverait ses intérêts dans les deux pays, mais en même temps, il faut dire quand même, il faut reconnaître que tous ces chefs d'État, quand ils prennent ces initiatives, ce n'est pas simplement pour des intérêts matériels, mais il y a aussi une certaine aura d'un chef d'État et qui aura pu trouver une solution là où ça paraissait presque impossible. En plus de ça, l'émir est quand même aujourd'hui reconnu pour avoir réglé certains conflits dans d'autres parties de la planète. Donc, et je crois que l'émir voudrait garder cet avantage pour l'image de marque de son pays pour les règlements de certains conflits. Une sorte de soft power, comme certains le disent. Effectivement. Garder une influence en Afrique, on le voit. Une diplomatie d'influence. On le voit déjà, ce qui se fait au Moyen-Orient, est très impliqué. Oui, regardez par exemple, en ce qui concerne la Palestine, c'est la même chose. La direction du Hamas vit au Qatar. Hein, alors que le Hamas, par exemple, ce que le Hamas a fait en Israël a choqué, indigné le monde entier, mais malgré ça, le soft power, comme vous dites, n'est-ce pas, a primé, et on essaye, malgré ça, de ne pas dégénérer la situation au point, par exemple, de mettre en danger les otages qui sont toujours retenus par le Hamas. Par le Hamas, il faut dire qu'on se rend compte que c'est même procédé, que ce soit l'Ukraine, on commence par le Qatar, que ce soit le Moyen-Orient, on commence par le Qatar, quoi. En tout cas, s'agissant des crises majeures qui sévissent à travers le monde aujourd'hui, Qatar et la plaque tournante et le passage obligé. Vous avez parlé, on a parlé du Qatar, de l'influence du Qatar, de ce qui s'est passé à Doha, et vous avez tout à l'heure parlé du troisième larron, les États-Unis, signature d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Vous auriez signé un tel accord à votre époque? Absolument.
Moi, j'adhère totalement à la démarche autour du secrétaire d'État Rubio à Washington. Là, encore une fois, je pense que personne ne s'attendait à ça. C'est quand même une surprise. Il y a personne qui savait qu'il y avait ce contact entre les deux diplomates ou même les trois diplomates. C'est pas forcément une bonne chose, hein? Non, à mon avis, c'est une très bonne chose. D'une part, comme je vous ai dit, l'anarchie règne dans les relations internationales et pour l'instant, les États-Unis, on n'est pas encore vraiment dans un monde multipolaire. Les États-Unis restent sur le plan stratégique le pays le plus puissant et le plus puissant aussi sur le plan économique et en même temps, même sur le plan diplomatique et stratégique. Par exemple, aujourd'hui, il y a, pour l'exécution de certaines décisions du Conseil de sécurité, il faut obtenir l'accord des 5 permanents avant d'associer les 10 autres membres du Conseil de sécurité. Et là, comme je vous dis, c'est de marchandage, c'est complètement difficile. Mais ici, les États-Unis ont les moyens d'imposer une certaine décision du Conseil de sécurité si les États-Unis le veulent bien, parce qu'ils ont les moyens pour ça. Parce que c'est quand même une puissance importante. Il y a plusieurs moyens, soit économiques, soit diplomatiques, et en désespoir de cause, si sur le plan économique et diplomatique, on ne trouve pas une solution, alors en ce moment-là, je crois que les États-Unis ont les moyens sur le plan militaire, et qui puissent, en dernier recours, bien entendu, qui puissent permettre à ce que la crise puisse trouver une solution. On parle, parce qu'en diplomatie, les mots ont un sens. On parle de l'accord des principes, qui est différent des engagements. C'est ça. Tout à fait. On s'est mis d'accord sur les principes sur lesquels auxquels on va se référer pour cette fois-ci conclure un accord de la cessation des hostilités et puis de la normalisation des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide du gouvernement américain. C'est ce qui est en train de se faire. D'ailleurs, comme vous savez, après hier la signature de ces accords, de cet engagement sur le principe, il y aura une autre réunion le 2 mai. Alors, c'est à partir de 2 mai que les grandes discussions commencent sur les causes du conflit et les solutions à apporter à ces causes pour finalement arriver à la fin des hostilités et au rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Et cette fois-ci, vivre en bonne intelligence, donc dans une coexistence pacifique. Certains points suscitent quand même une sorte de curiosité, font peur déjà aux Congolais. Et moi, je vais vous lire juste un point qu'on a relevé dans cet accord de principe. Le Rwanda et la RDC s'engagent à lancer ou à échanger leur coopération sur des priorités communes telles que le développement hydroélectrique, la gestion des parcs nationaux, la réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement en minéraux et des chaînes de valeur minérale transparentes, formalisées et légales de bout en bout. Donc là, on parle de la mine au métal transformé, reliant les deux pays en partenariat avec le gouvernement américain et les investisseurs américains, ce qui fait dire à certains, ça, c'est ce que nous avait proposé en 2009 Nicolas Sarkozy. Non. À l'époque, on avait refusé. Non. On avait dit, il faut pas qu'il y ait cogestion. Non, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que tous ces accords ne sauraient en aucune façon porter atteinte à la souveraineté d'un ou l'autre pays. Mais quand on parle de quand vous entendez ça? Non, c'est sur le principe, c'est ce qu'on avait dit. C'est-à-dire, par exemple, regardez, vous avez cité l'exemple du pétrole sur le lac. Bon, écoutez, on ne sait pas où commence le gisement et où ça se termine. Alors, il est plus pratique et beaucoup plus judicieux de coopérer ensemble pour, par exemple, bénéficier de ces gisements pétroliers qui se trouvent sur le lac. Alors, parce que là, ça nécessite effectivement une cogestion. Bon, c'est-à-dire une cogestion carrément, une coopération, c'est peut-être mieux que co-gérer. Mais il y a une différence quand même entre cogestion, co-gérer. Une cogestion, par exemple, si nous voulons explorer le pétrole sur le lac, faut-il avoir 2 équipements qui coexisteraient au lieu d'avoir un seul équipement? Ça coûterait moins cher entre nos deux pays si on exploite ensemble et on se partage les bénéfices. C'est comme ça que ça s'implique. Donc, tout ce qui va à cheval entre les deux pays,
inévitablement, il faut la cogestion. Vous ne pouvez pas faire autrement. L'acheminement en minéraux, on sait que le Rwanda n'a pratiquement rien. Oui. On parle de l'acheminement, apparemment des minéraux congolais. Oui, non, pour l'instant, c'est-à-dire que c'est, on se met d'accord sur le principe, mais au moment de la signature de l'accord, il faut apporter la preuve qu'effectivement, c'était un gisement et qui part de la République du Congo et qui est un prolongement sur le Rwanda. Alors là, oui. Mais s'il n'y a pas prolongement, on le voit très mal comment un pays étranger peut venir co-gérer des minerais qui appartiennent exclusivement à la République démocratique du Congo. Mais ils font allusion à quoi quand ils parlent de chaîne de valeur minérale transparente de la mine reliant les deux pays? Mais c'est ce que je vous dis. Ça, c'est un accord de principe. Le Rwanda, par exemple, peut prétendre aujourd'hui qu'effectivement, eux aussi, ils ont des minerais, alors qu'ils n'en ont pas pour l'eau. Mais qui passent même pas par chez nous. Mais ça, c'est vous qui dites pour l'instant. Donc, il faudra une expertise valable qui puisse observer, et à ce moment-là, on arrivera à la conclusion que non, mais écoutez, ces minerais appartiennent exclusivement à la République démocratique du Congo, donc la gestion doit être exclusivement congolaise. C'est tout à fait clair. Mais s'il y a un gisement qui commence de la République démocratique du Congo et qui se prolonge au Rwanda, alors on trouvera nécessairement de quelle manière il faut coopérer. Non, ici, il faut quand même faire confiance en nos négociateurs. Je pense que personne, aucun Congolais aujourd'hui, ne va aller comme ça brader nos richesses, nos minerais au profit d'un pays étranger. Mais est-ce que c'est pas ce que proposait Nicolas Sarkozy en 2009? Mais c'est la proposition qu'il fait, justement parce qu'il y a le Kigali. Pourquoi à l'époque on avait refusé, aujourd'hui on tend à accepter, même si ce ne sont que des accords de principe? Non, ça ce sont des déclarations que Sarkozy a fait. Mais on ne s'est pas retrouvés ensemble pour comme on le fait maintenant. Et il n'y a jamais eu une rencontre dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, s'il y a cette rencontre, c'est parce que bon, mais finalement, c'est les conséquences même de l'agression et la recherche d'une solution à l'agression dont nous sommes victimes aujourd'hui, qui permet qu'on se mette d'accord sur le principe, mais l'accord sur le principe ne portera pas atteinte en aucune façon à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ça, je peux vous assurer, et personne n'acceptera. Alors à ce moment-là, ce serait encore une fois un casus belli. Et d'autre part, je dois vous faire remarquer que, comme j'ai toujours dit, quelles sont les causes de l'agression qu'avance Kigali pour justifier les FDLR, on va en parler, je veux juste revenir sur ce point. Nous, c'est ça. Est-ce que le président de la République, en 2019, il arrive au pouvoir, il essaie de mener ce même type de démarche à l'endroit du Rwanda? On a vu, il y a eu des signatures, des protocoles d'entente, d'accord d'entente. Au final, ça n'avait pas marché. Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que ça pourrait marcher? Parce qu'on a vu la volonté du président de la République à l'époque essayer, en tout cas, de nouer ce type de relation, de coopération avec le Rwanda avant que ça ne capote. Qu'est-ce que nous dit maintenant que là, avec cette initiative, ça va marcher? Bon, ici, ça ne peut que marcher parce que c'est la conséquence de l'agression dont notre pays est victime. Et pour ça, il faut nécessairement trouver une solution. Et puis, il n'y a pas de solution militaire. Je crois que le monde entier s'accorde sur ce plan-là. Il n'y a qu'une solution diplomatique. Alors, par conséquent, à chaque partie d'apporter la preuve de ce qu'elle avance pour défendre sa cause. C'est comme c'est à sa partie-là qu'il faut effectivement se référer pour trouver une solution à la crise d'aujourd'hui. Donc, ce qui s'est fait avant, je peux pas m'avancer parce que moi, je n'y étais pas, mais en tout cas, pour l'instant, donc tout se fera dans la transparence, d'autant plus que, effectivement, nous avons une tierce personne qui n'est pas une tierce partie, qui n'est pas n'importe laquelle, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de déclarations dans ce sens-là. Quand vous avez entendu Boulos, l'envoyé spécial du président Trump, dire carrément que la souveraineté et l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo doivent être absolument impérativement respectées, ce n'est pas le moindre. J'ai entendu même le président Macron dernièrement l'a rappelé encore une fois que l'intégrité du territoire de la République du Congo est non négociable. Alors tout ça montre qu'il y avait en tout cas, donc, contrairement à certaines appréhensions que je vois ici en République démocratique du Congo, je crois qu'il est reconnu internationalement qu'en aucun cas, on ne saurait violer l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Donc, toute coopération doit nécessairement
de respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo, et à moins qu'il y ait un consentement du gouvernement de la République, avec du reste l'assentiment, si pas du Parlement, alors du peuple congolais. Si pas du Parlement, est-ce que vous pensez que... Non, on va continuer, on posera cette question-là, et du Parlement peut-être à la fin. Vous parliez tout à l'heure des FDLR, on se rappelle 2010, Joseph Kabila permet à l'armée rwandaise d'entrer officiellement pour aller traquer les FDLR. 15 ans après, le Rwanda continue toujours sa traque des FDLR. Qu'est-ce qui justifie cela? C'est devenu un prétexte, les FDLR. Oui, tout à fait. Mais comme vous savez, les frontières africaines sont poreuses. Vous voyez, on ne pourra pas mettre un militaire ou un policier à chaque centimètre des frontières qui nous séparent des pays voisins. Donc, il y a un mouvement et c'est ce qui se passe même actuellement au Sahel, où vous voyez les djihadistes et consorts mener des mouvements. Donc, effectivement, il y a eu une certaine accalmie à un moment donné. Ce qu'a fait l'ancien président sur ce plan, c'est l'ancien président ne voulait pas, en tout cas, ce principe des médiateurs. Lui, il a voulu carrément prendre langue avec son homologue et trouver une manière de coopérer ensemble pour trouver la solution à certaines allégations avancées par Kigali. C'est pour ça qu'il y a eu cette opération conjointe à l'époque. Mais effectivement, comme je dis, des mouvements qui opèrent en clandestinité, et il est souvent difficile effectivement de les traquer avec des résultats vraiment concluants à partir du moment où nous sommes dans un pays continent, et ces gens ont toujours les moyens d'échapper à la vigilance des deux pays, et c'est comme ça qu'ils opèrent. Alors maintenant, comme je dis aussi, il y a des raisons apparentes et des raisons réelles pour justifier l'agression. Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai rappelé, je n'ai pas encore vu vraiment une opération menée depuis la République démocratique du Congo contre le Rwanda par le fameux FDLR, qui constitue aujourd'hui le casus belli entre nos deux pays. Aucun. Et puis, moi j'ai dit que la menace, effectivement, si le gouvernement voisin a l'impression que quelque chose se prépare dans ce pays qui pourrait porter atteinte à la sécurité du sien, il pourrait tenter de prendre des mesures préventives, mais en tout cas, la menace ne peut pas être imaginaire, la menace ne peut pas être fantasmagorique. On parle de ce lien, cette coopération qu'on retrouverait sur conditionnel, hein, des FDLR au sein de l'armée congolaise aussi. Oui, c'est l'accusation portée par Kigali. C'est pour ça que j'ai élevé la voix dernièrement pour ça. Et moi j'ai dit, pour nous, parce que déjà, il y a des traités qui lient nos deux pays à travers, par exemple, le COMESA, à travers le CAC, à travers le CPGL, à travers le EAC. Et dans toutes ces conventions, il est rappelé l'impératif du respect de l'intégrité et de la souveraineté de chaque pays. Donc la non-ingérence dans les affaires intérieures du pays. Donc c'est tout à fait clair sur ce plan-là. Alors maintenant, lorsque le gouvernement rwandais invoque la présence de FDLR dans notre pays et pour justifier l'agression, alors là, ça devient vraiment une justification qui ne tient pas du tout, parce que ça masque une volonté de procéder effectivement au pillage de nos ressources minières. Comment on note ce prétexte-là au Rwanda? C'est le même prétexte qu'il brandit depuis bientôt 30 ans. Comment on arrive à ôter ce prétexte au Rwanda de FDLR? Alors, c'est pour ça que je dis que nous devons être proactifs à ces propos et prendre des mesures vraiment radicales pour extorquer ce prétexte à Kigali. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont ces mesures qu'on peut prendre? Il faut mettre, à mon avis, hors d'état de nuire toute personne qui se réclamerait de ce groupe dénommé
FDLR, donc le Force démocratique pour la libération du Rwanda. Parce que déjà, le mot de libération du Rwanda montre qu'effectivement, c'est des gens qui se préparent à mener des actions pour la déstabilisation du pays voisin. Alors, nous, RDC, d'abord, à travers les conventions que nous avons nous-mêmes, auxquelles nous sommes partie prenante au niveau régional, nous ne pouvons pas nous permettre d'adopter ce comportement-là, mais en même temps, l'acte constitutif de l'Union africaine, la Charte des Nations Unies, nous interdisent d'autoriser le déploiement d'un groupe qui aimerait déstabiliser un pays voisin. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour ça que chaque fois que nous avons des informations sur une telle opération de la part d'un groupe qui avait des velléités, qui formule des velléités pour déstabiliser un pays voisin, nous devons prendre des mesures radicales pour le mettre hors d'état de nuire. C'est comme ça, donc nécessairement. Dans cet accord de principe, on parle également de quelque chose qui fait peur également aux Congolais, c'est le retour des déplacés. C'est pas tant des déplacés congolais, exactement, c'est-à-dire, on a parlé pendant cette guerre d'agression, qui d'ailleurs continue, de repeuplement de certaines populations. Est-ce que dans cet accord de principe, on ne risque pas d'assister à ce repeuplement maintenant de manière assez officielle de certaines populations qui ne sont pas congolaises, mais que certains veulent qu'ils le deviennent? Non, là encore une fois, je crois que il y aura un monitoring qui va être, on va procéder à un véritable monitoring, et la question des réfugiés qui sont dans les pays limitrophes, c'est règle de manière tripartite entre le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et les deux pays concernés. Alors, et là, c'est l'identification des personnes en question. Nous devons arriver à apporter la preuve de la nationalité de chaque personne qui est concernée. Alors, lorsqu'il est établi que la personne en question est congolaise et qu'elle est effectivement considérée comme réfugiée dans le pays limitrophe, et si la personne est réfugiée dans le pays limitrophe, c'est que la personne en question est recensée absolument par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Parce qu'on délivre d'ailleurs une pièce d'identité pour ça. Alors, si tout ça est acté par les trois parties, le haut-commissaire, le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais, à partir de ce moment-là, nous devons absolument... Le gouvernement congolais a toujours demandé cela, mais on sait que le Rwanda ne veut pas parce qu'il y a toujours cette polémique, ce qui était là avant, il y a l'histoire... C'est ça, mais c'est tout ce qu'a toujours... Oui, c'est encore un autre prétexte qui risque... Est-ce que c'est un motif qui justifierait l'agression? Aucun pays dans le monde ne pourra accepter que Kigali avance l'argument selon lequel le gouvernement congolais refuse de reprendre ses réfugiés pour justifier son agression. Ça ne peut pas être possible. Encore que, selon la convention de 51 sur le statut de réfugié, le rapatriement est volontaire. Il y a que, mais si la personne ne veut pas retourner dans son pays, elle est libre de le signaler. Et en ce moment-là, le gouvernement rwandais est obligé de l'accepter. Léonard Chéo Kitundu, on voit les États-Unis se déployer de mille feux dans un pays qui appartient carrément aux Chinois. Est-ce que ça risque de ne pas poser problème? Non, quand même pas. Quand on dit ça appartient aux Chinois, on sait que les Chinois sont très impliqués dans tout ce qui est minerai et pas que. La Chine s'est tenue aux côtés de la RDC depuis, alors que tout le monde lui a tourné le dos. Aujourd'hui, on risque d'appuyer la Chine de tout ce qu'elle a comme avantage et comme acquis ici. Non, c'est peut-être une apparence. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est un lieu commun maintenant de rappeler que la République démocratique du Congo regorge d'énormes minerais, de richesses en sol et en sous-sol énormes. Donc la République démocratique du Congo est à la fois un scandale minier, mais en même temps même forestier. Nous sommes le deuxième poumon de la planète, si pas le premier dans les circonstances actuelles. Donc le problème auquel on est confronté, c'est que pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure d'exploiter les richesses dont nous disposons actuellement pour l'intérêt
de notre population. Et il faut bien comprendre aussi que nous sommes face à une situation où nous devons recourir aux capitaux extérieurs en quête d'opportunités d'investissement qui sont d'ailleurs énormes. Et ça, il n'y a pas qu'une particularité congolaise. Même les pays développés aujourd'hui recourent aux investissements directs étrangers. Quand vous voyez aujourd'hui le mouvement de relocalisation des grandes entreprises et qui ont été délocalisées dans les pays à main-d'œuvre bon marché pour augmenter la marge de profit, ça montre effectivement que c'est aussi un phénomène même de mondialisation aujourd'hui et qui permet à une certaine coopération entre les différents pays pour l'exploitation de certaines ressources. Donc le Congo aujourd'hui doit nécessairement recourir aux investissements directs étrangers et nous devons procéder à la diversification, non seulement des investissements, mais aussi des investisseurs, voilà, des partenaires. Alors, c'est ça la question. Donc, concernant la Chine très particulièrement, rappelez-vous, à un moment donné, c'était l'idée dans l'ancien des gouvernements précédents de dire, bon, voilà, nous avons des matières premières que nous ne pouvons pas exploiter, et puis en plus, il nous manque aussi des infrastructures dans un pays continent comme la République démocratique du Congo, dont le développement est tributaire de son désenclavement, de son décloisonnement, pour nous ouvrir à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a eu ce fameux accord avec le gouvernement chinois pour nous construire des infrastructures, et en échange, nous leur donnions des minerais dont ils avaient besoin, mais à quantité équivalente à la valeur des infrastructures qu'ils allaient construire. Donc c'est sur ce plan particulièrement que nous avons cherché le partenariat stratégique avec le gouvernement chinois. Je dois vous rappeler aussi, parce que vous parlez des Américains, je vous rappelle que nous avions déjà un partenariat avec une entreprise américaine à qui on a confié l'exploitation du cuivre au Katanga, et même d'ailleurs un peu du cobalt. C'est Tenke-Fungurume, rappelez-vous. Alors, cette entreprise a exploité nos minerais au Katanga, elle s'est horriblement enrichie, et on avait même marre au point de vendre cette entreprise aux Chinois. Ouais. Donc, ce ne sont pas les Congolais qui ont fait appel aux Chinois, ce sont les Américains même qui ont vendu cette entreprise aux Chinois. Alors, s'il y a une présence massive des Chinois dans l'exploitation des minerais, c'est aussi par ce fait-là. Mais indépendamment de ça, comme j'ai dit, nous devons diversifier nos partenaires et aussi des investissements pour que le peuple congolais bénéficie des ressources énormes dont le pays regorge. Et c'est pour ça que nous partons dans cette diversité. Alors, dans le cas des États-Unis aujourd'hui, je l'ai rappelé l'autre fois auprès de votre collègue, mais je dois aussi le reprendre. Nous faisons ici, c'est nous qui avons fait appel aux Américains cette fois-ci. Voilà. C'est le chef de l'État. Mais on leur donne pas une exclusivité de l'exploitation. Non, mais justement, on ne leur donne pas une exclusivité, mais c'est particulièrement par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont besoin des richesses minières dont nous disposons dans la partie est de la République démocratique du Congo et que nous ne pouvons pas exploiter nous-mêmes. Et nous devons, l'une des causes aussi du conflit, c'est le fait que ces minerais sont exploités artisanalement. Donc nous devons sortir de l'informel pour formaliser non seulement la production, mais aussi l'exploitation de nos minerais à l'est du pays pour que nous puissions exporter des produits finis avec une certaine valeur ajoutée. C'était ça le principe. Alors, maintenant, ça c'est sur le plan économique. Mais en même temps, ce qui nous a surtout amené à chercher la coopération avec les États-Unis, c'est parce que nous avons aussi un problème sécuritaire. Ouais, on a besoin d'une protection militaire que la Chine ne nous donne pas. Qu'elle ne nous donne pas, et puis, encore une fois, c'est pour ça que j'ai, pour paraphraser d'autres spécialistes de la géopolitique, on a parlé de la diplomatie entrepreneuriale. C'est-à-dire que dans
on appelle les Américains dans le cadre de la diversification de nos partenaires et des investissements, mais en même temps, le fait que les entreprises américaines s'installent pour la production et l'exploitation des minerais à l'est de la République démocratique du Congo, je pense que les pays voisins ne vont plus s'amuser à faire des incursions, mais pire que ça, de nous agresser. À venir nous agresser au point de porter atteinte aux intérêts importants des États-Unis d'Amérique. Et c'est d'autant plus que ces pays voisins qui sont aussi agresseurs sont des partenaires stratégiques aussi du gouvernement américain. Donc, c'est pour ça c'est un deal donc que j'ai considéré comme mutuellement avantageux, parce que nous en profitons. Parce que ça nous permet d'exploiter nos minerais, on crée des emplois et des richesses, et en échange, les États-Unis aussi ont leur profit par l'exportation de nos minerais, mais en même temps, nous aussi nous bénéficions de la garantie sécuritaire contre les velléités agressives des pays limitrophes. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que les Chinois vont prendre tout ce qui est sud-est, c'est-à-dire le Katanga, dans l'exploitation minière, et que les États-Unis vont prendre l'Est? Non, mais ça ne sera pas comme ça, ou parce qu'ils sont il n'y aura pas que les Américains. Nous, ce que nous voulons, c'est améliorer le climat des affaires pour que notre pays soit attractif à tous les investisseurs qui sont à la recherche d'opportunités d'investissement. C'est ça. Donc, ça ne sera pas uniquement les Chinois et les Américains, mais nous faisons appel, et vous ne pouvez pas savoir qu'il y a énormément de capitaux. Ça se bouscule maintenant, on voit la France également qui veut... Ce que cherchent tous ces investisseurs, c'est la sécurité de leurs investissements. Donc, les investisseurs ont peur des bruits de bottes. Alors, quand ils apprennent qu'en République démocratique du Congo, il y a la guerre, ben écoutez, aucun investisseur ne viendra s'aventurer. C'est pour cette raison qu'il faut d'abord régler ce problème de l'amélioration du climat des affaires, et dont participe aussi la sécurisation des investissements. Et à partir de ce moment-là, nous allons avoir une grande multiplication d'investissements dans notre pays, dans le grand bénéfice de nos populations. Il faut dire, il viendra, je crois qu'on fera une émission pour parler vraiment de cette présence des Américains, parce qu'il n'y a pas que dans l'Est, il y a le chemin de fer qui va vers l'Obito et qui implique également l'Angola. Voilà. On assiste à un retour en fanfare. Mais pour vous donner un exemple, allez à Guinée équatoriale. À Guinée équatoriale, à Malabo, les Américains exploitent un gisement important de gaz et du pétrole depuis très longtemps. Et puis vous allez à Bata, qui est la seconde ville de la Guinée équatoriale, ce sont les Chinois qui exploitent aujourd'hui le gaz. Donc vous voyez, donc il y a une coexistence entre les investisseurs chinois et américains, et ça se passe très bien. Donc nous, il n'y aura pas qu'Américains et Chinois, c'est tout le monde entier que nous appelons. Moi, si on me posait la question, je ferais de la République démocratique du Congo l'atelier du monde, comme la Chine a fait. Vous savez, la Chine aujourd'hui est la deuxième puissance économique du monde, mais je pense que ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui ont fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Et maintenant, on commence à demander et à exiger la relocalisation des entreprises occidentales qui sont implantées en Chine. Et même dernièrement, vous avez vu, même avec les droits de douane, Trump avait taxé autour de 145%. Et la Chine a rétorqué par d'autres mesures de rétorsion, mais en même temps, finalement, puisque les intérêts américains devaient être sauvegardés, on a levé les droits de douane pour l'exportation de l'iPhone, parce que l'iPhone que nous utilisons aujourd'hui est assemblé en Chine. Vous voyez, donc malgré tout ce qu'on dit là, il y a une grande coopération entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, donc il y a aucune raison d'avoir peur sur ce partenariat. Vous êtes député national, parlementaire. On a l'impression que vous n'êtes même pas impliqué. Vous êtes mis de côté par rapport à tout ce qui se trame, mais tout ce qui est en train d'être fait. Doha, États-Unis. Vous découvrez ça comme un Congolais lambda. Quelle peut être la place, le rôle? Est-ce que le Parlement a son mot à dire dans tout ce qui se passe? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la signature ou la ratification des accords
est de la compétence de l'exécutif, et en l'occurrence ici, c'est le chef de l'État. L'article 214, c'est le président de la République qui ratifie les traités. Sauf certains accords à forme simplifiée, le gouvernement peut effectivement signer et même ratifier seul, donc le chef de l'État. Par contre, il y a des traités que le chef de l'État ne saurait ratifier sans l'autorisation du Parlement. Et ici, en l'occurrence, c'est justement le cas. C'est-à-dire, ce sont des accords de paix et des accords de commerce. Donc, il appartient au gouvernement de signer, comme ils vont le faire, mais ces accords nécessitent une ratification. Mais pour que le chef d'État ratifie, le chef de l'État est dans l'obligation constitutionnelle de demander l'autorisation du Parlement. Et c'est sur la base de l'autorisation du Parlement que le président de la République pourra ratifier et promulguer pour que le traité entre en vigueur. Donc, votre temps n'est pas encore arrivé. Voilà. C'est dans un deuxième temps que nous allons d'abord examiner le texte qui a été signé par les négociateurs. Et si nous trouvons que ce texte a été conclu dans les règles de l'art, à partir de ce moment-là, le Parlement donnera l'autorisation au chef de l'État pour le ratifier. On essaie de parler de la situation sécuritaire ou la résolution de cette situation sécuritaire dans notre pays sur le plan externe. En interne maintenant là, on fait quoi? Parce qu'on a l'impression que le gouvernement est en train de tout faire pour réussir quand même à résoudre cette problématique-là sur le plan extérieur, impliquer tout le monde et tout. Mais il restera toujours un problème en interne. Mais ça, c'est nos affaires internes. Comment on procède? Mais le problème par un dialogue, par des concertations? Il ne faut pas non plus évacuer le problème prioritaire. Le problème prioritaire aujourd'hui, c'est l'agression dont nous sommes victimes. Donc il ne faut pas mêler les genres. Et je considère que tous les patriotes congolais aujourd'hui, si vous êtes patriote, d'abord, il n'y a personne qui peut accepter que notre pays soit agressé par un pays étranger, quand bien même vous seriez opposant au gouvernement actuel en place. Mais s'il y a quelque chose sur lequel tous les Congolais devraient être d'accord, c'est la non-agression de notre pays par un pays étranger. Alors, si on est d'accord là-dessus, alors unissons-nous d'abord pour régler ce problème d'agression. Lorsqu'on aura trouvé la solution au problème d'agression, on reviendra après régler nos comptes. Mais c'est tellement lié. Vous savez, on parlait tout à l'heure de la MC 23 qui était à Doha, peut-être avec l'accord du Rwanda. Comment résoudre l'extérieur, sans résoudre l'intérieur? Non, le problème maintenant, c'est que le AFC et le M23 constituent aujourd'hui des autorités de fait. Et c'est sur ce plan-là qu'on ne peut plus les ignorer. Parce qu'ils ont créé un fait accompli. Alors, on ne pouvait plus les ignorer parce qu'ils occupent quand même 2 provinces importantes de la République démocratique du Congo. À partir de ce moment-là, on ne peut pas non plus les ignorer. Mais le fait de reconnaître cette autorité de fait est-elle liée à l'agression dans notre pays et victime? C'est là la question. Donc, et à votre avis, la réponse, c'est oui. Non, non, pas du tout. Moi, je n'accepte pas du tout cela. C'est que, nécessairement, il faut mettre tout en œuvre pour mettre fin à l'agression dans notre pays et victime. Et je considère que le AFC et le M23 sont le produit de l'agression. Donc, si nous trouvons une solution avec le pays agresseur, on aura accompli un grand pas pour la résolution du problème interne. Comprendre là, on est en train de, vous parliez tout à l'heure de Walikale où on a vu les M23 et l'AFC se retirer. Ce matin également, on parlait de plusieurs villes qui bâtissent où selon certaines informations, on va encore essayer de faire un recoupement sur ça. Le M23 sera en train de se retirer. Il faut que l'AFC et M23 puissent libérer tous les territoires occupés. Absolument. Et d'ailleurs, c'est une obligation qui a été marquée en lettres d'or. Mais avant ou après? Avant un dialogue ou après les accords? C'est quoi le moment opportun pour ces gens-là? Vous savez que s'ils se retirent, ils n'auront plus rien, en fait, en retour. Ils se retirent avant un accord ou pendant l'accord ou après? Mais ce serait trop facile. C'est d'ailleurs que
à chaque fois qu'on est contre le gouvernement, il faut créer un groupe armé pour se rebeller contre le gouvernement. Et je vous renvoie à l'article 52 de la Constitution. Parce que je vois tous ces rebelles invoquent l'article 64. Mais je peux leur rétorquer à bien relire l'article 52 de notre propre Constitution. Il y a une violation grave. Parce qu'aucun individu ne saurait, en aucun cas, recourir aux forces armées pour occuper une partie des territoires et constituer une base pour la déstabilisation du gouvernement en place. Et donc, c'était anticonstitutionnel. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y aurait pas de M23 s'il n'y avait pas le Rwanda. Et aujourd'hui, l'agression a deux aspects. Il y a l'aspect direct de la présence de troupes rwandaises sur notre territoire et l'aspect indirect, c'est-à-dire le fait que c'est le gouvernement rwandais qui a armé la rébellion pour déstabiliser le gouvernement en place. Dans les deux cas, donc la rébellion participe de l'agression parce que c'est le pays agresseur qui les a armés. Sans le fait d'être armé par le gouvernement agresseur, il n'aurait pas pu se constituer aujourd'hui en force pour la déstabilisation du gouvernement en place. C'est pour ça que, dans un premier temps, et d'ailleurs vous verrez très bien, je ne pense pas du tout que les États-Unis vont s'impliquer dans la gestion du problème interne en ce qui concerne la rébellion. Et je vous rappelle aussi que, selon la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de sécurité impose aux rebelles, justement, de dégager du territoire qu'ils occupent actuellement. Est-ce que vous voyez le gouvernement de Kinshasa ici continuer à amorcer des négociations avec des rebelles une fois qu'ils se seraient retirés? S'ils se retirent, est-ce que vous voyez Kinshasa, c'est quoi l'intérêt de Kinshasa à négocier avec des personnes qui n'occupent plus les territoires? Bien entendu. Mais écoutez, c'est la question qu'eux-mêmes doivent se poser. C'est-à-dire, par quoi le scandale est arrivé? C'est justement le fait d'avoir pris les armes. Et c'est anticonstitutionnel pour se rebeller contre le gouvernement de la République. Donc, nous, s'il y a un problème à l'interne, alors régler nos problèmes à l'interne. Et il y a des opposants ici qui ne sont pas armés. Alors, c'est ça la question. Alors, est-ce qu'il faudrait, à chaque fois qu'on a des reproches ou à faire au gouvernement, il faut utiliser des armes pour faire aboutir ces revendications? Je dis non. Vous dites non, on est en train de chuter, on va bientôt terminer cette émission. On se dit, quel sera au milieu de cette résolution de crise en interne? Quelle est la place, par exemple, de l'initiative de l'ECC et la SYNCO? Vous pensez qu'ils peuvent avoir un rôle à jouer? On va se contenter, par exemple, des consultations initiées récemment par le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité? D'abord, je dois faire remarquer que s'il n'y avait pas l'agression, il n'y aurait pas eu d'initiative de ECC et la SYNCO. Je crois que cette initiative est postérieure à l'agression dont notre pays est victime. C'est pour ça que j'ai dit que, pour l'instant, faisons tout d'abord pour ne pas permettre au gouvernement étranger de s'immiscer dans les affaires internes de notre pays. Donc, chassons d'abord nos agresseurs et après nous venons régler nos comptes. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose maintenant, et là je dis très formellement, moi j'estime que, avec tout le respect que j'ai pour les CC et pour la SYNCO, je dois quand même rappeler un principe important de notre Constitution, c'est que l'article 1er de la Constitution dispose que la République démocratique du Congo est un État laïque. J'ai l'impression que les gens n'ont pas encore pris vraiment la mesure de ce principe. La laïcité est une valeur fondamentale de la République démocratique du Congo. Donc, par conséquent, la gestion de la chose politique revient à la classe politique congolaise. C'est ça. L'initiative va bien au-delà de politique, quand même.
Oui, mais alors, c'est encore plus grave. L'initiative n'est pas politique ou n'est pas que politique, cette initiative de l'ECC 5. Elle est foncièrement politique. Moi, je ne vois pas comment vous allez la qualifier de quelle manière. L'initiative de l'ECC est foncièrement politique. Elle n'est pas du tout, comme j'entends, parfois on dit prophétique et tout ça. Non, pas du tout. Elle est foncièrement politique. C'est ça. Et c'est pour ça que moi je dis que il appartient à la classe politique de trouver les solutions aux problèmes qui se posent, les problèmes politiques qui se posent au pays. Le grand problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'initiative de l'ECC et de la CINCO interpelle la classe politique. C'est parce que, comme je l'ai souvent rappelé, la politique, c'est comme la nature. Elle a horreur du vide. Donc, s'il y a un vide sur le plan politique, alors vous ouvrez une brèche dans laquelle ceux qui n'étaient pas appelés à gérer politiquement le pays vont s'engouffrer. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ça interpelle la classe politique. Donc, il y a un vide. Bien entendu, parce qu'il y a... Et pourtant, on a toutes les institutions. Comment on peut parler l'institution président, parlement? Comment expliquer ce vide? Mais pourquoi cette division entre la classe, au sein de la classe politique, alors que notre pays est agressé? C'est ça la question. Est-ce que, sous prétexte de certaines divergences au plan interne, nous allons accepter le concours d'un pays étranger pour agresser notre pays? C'est la question qui se pose. Hein? L'agression s'est servie des divergences internes. Certains risquent de dire ça. Et puis, il y avait déjà des divergences en interne. Il y a certains politiques aussi qui considèrent l'agression comme un allié objectif pour faire aboutir les revendications. C'est ça la question. Alors moi, je suis tout à fait contre. Moi, je ne peux pas accepter du tout que certains de nos compatriotes veulent profiter de l'agression pour modifier la gestion des institutions politiques de notre pays. Non, ça doit être, c'est une question qui participe de la souveraineté de notre pays. Donc, moi je dis cela, c'est pour ça que où je peux comprendre un peu cette démarche, c'est par rapport à une certaine irresponsabilité de la classe politique à laquelle j'appartiens d'ailleurs. Donc c'est une responsabilité collective. Donc si nous ne voulons pas prendre nos responsabilités, et effectivement, nous allons ouvrir la porte à ceux qui n'étaient pas appelés à gérer politiquement le pays, de le faire. Dans tout cela, quel peut être le rôle de Faure Gnassingbé Eyadema? Gnassingbé a tout à fait son rôle, parce que comme je l'ai dit, c'est une initiative... On n'en voit plus beaucoup trop son rôle, hein. Entre les États-Unis, le Qatar de l'autre et un Faure, là, on s'est dit, mais... Bon, il est bien fraîchement d'être désigné comme médiateur. Il a succédé au président Lourenço. Donc, pour l'instant, je pense qu'il est d'abord en train de faire l'état des lieux de la situation avant de commencer à prendre des initiatives. Bon, bien entendu, pour nous, République démocratique du Congo, je pense que ce que nous cherchons, c'est l'efficacité des démarches qui sont entreprises pour que nous puissions recouvrer notre intégrité territoriale. C'est pour ça que nous avons salué l'initiative de Doha. Cette initiative, elle est informelle, mais elle est quand même complémentaire à l'initiative formelle, celle de l'Union africaine. Elle peut même contribuer à la réussite du processus formel de l'Union africaine. Mais encore une fois, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour l'exécution de certaines décisions qui sont prises, il y a carence au niveau international de trouver un organe qui puisse faire exécuter par la contrainte certaines décisions qui sont prises. Ici, nous avons une puissance importante dans le monde qui constitue les États-Unis d'Amérique. Je pense que ce qu'on a vu dernièrement hier à Washington permet de contribuer plus efficacement à la recherche de la solution à la crise congolaise, parce que la démarche sur le plan africain a quand même pris un peu du retard.
Donc, on doit soutenir cet accord de principe signé à Washington, et puis on doit soutenir ce qui s'est passé à Doha, comme l'a indiqué dans un communiqué signé par les uns et les autres. On doit tout soutenir toutes ces initiatives. Une dernière question, c'est un peu plus politique. On va terminer par ça. Vous aviez tout à l'heure parlé du fait que, pour vous, la solution pour la paix durable en République démocratique du Congo, et surtout dans sa partie Est, passe notamment et peut-être essentiellement par la rencontre, peut-être une autre rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame en interne. Est-ce que vous pensez qu'il faut commencer à repenser, à retravailler sur la résurgence du FCC Cash avec un tête-à-tête Tshisekedi-Kabila? Là, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas si le conflit s'articule en ces termes. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est d'abord évacuer l'agression. Si on a évacué l'agression, alors toutes les autres initiatives peuvent être prises en compte s'il est question d'améliorer la gouvernance de notre pays. Là, c'est tout à fait clair. Mais pour l'instant, moi je pense que, comme je vous dis, tant que nous sommes encore un pays agressé, je pense que toute initiative sur le plan interne n'a pas de chances qu'elle puisse réussir. Et là, encore une fois, il faut à mon avis un consensus au niveau de la classe politique sur le plan interne contre l'agression. Parce que si nous sommes tous ensemble pour contrer l'agression, alors à un moment, il y aura peut-être une ouverture sur une discussion sur le plan interne afin que nous puissions régler le problème qui se pose à ce niveau-là. Jusqu'où devons-nous aller pour avoir une paix durable? Pour avoir une paix durable. Jusqu'où? C'est quoi la ligne rouge à ne pas franchir? Jusqu'où nous sommes prêts à aller pour avoir la paix? Pour la paix aujourd'hui, mais c'est pour ça que je dis, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est une certaine indifférence d'une partie de la classe politique qui s'articule au niveau d'une certaine inertie face à l'agression. Je pense que lorsque le pays est agressé, tous les Congolais doivent taire les divergences pour évacuer l'agression et après on vient régler nos problèmes. Parce que quand vous parlez d'une paix durable, mais qu'est-ce qui a été à la cause du conflit actuel? Le conflit actuel, c'est l'agression. Avant l'agression, il n'y avait pas de problème. On parle d'un conflit de 30 ans, hein. Quand on parle pas de le conflit actuel, mais ce conflit qui persiste, qui perdure depuis plus de 30 ans et qui a déjà causé près de 10 millions de morts ici. Comment on arrive à mettre terme de manière assez définitive? La cause de quand vous parlez de 30 ans, quelle en est la cause? Je pense que tout a été dit en ces termes, mais je pense que la grande question aujourd'hui, il fut un moment où il n'y avait plus rien. Je crois que il y avait des divergences sur le plan interne, mais le pays était en train de fonctionner. S'il y a aujourd'hui un grand problème, c'est parce qu'il y a ingérence de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai dit que, dans un premier temps, évacuons l'agression. Si on évacue l'agression, il y a moyen de trouver des solutions sur le plan interne. Et même cette initiative-là, je pense qu'au niveau de l'ECC et même de la CINCO, la grande question qu'il y a, l'initiative elle est bonne, mais pour autant qu'elle crée un cadre qui permette aux politiciens de se retrouver. Mais il n'est pas question du tout que les initiateurs de ce processus se mêlent de la chose politique. Alors là, ça ne jouera pas parce que ça porterait atteinte au principe de la laïcité qui est prescrit par l'article 1er de la Constitution. Quelle est la plus grande réussite du président Tshisekedi dans la diplomatie? Pour l'instant, depuis un temps, depuis 2 ans, qu'est-ce que vous pouvez considérer comme une plus grande réussite, victoire de sa politique diplomatique? Sur le plan diplomatique, je pense que c'est le fait d'avoir
démystifier le pays agresseur. Je crois que sur ce plan, c'est un actif du président. Parce que depuis un certain temps, je crois que le gouvernement rwandais était presque intouchable sur le plan diplomatique. Ils avaient une longueur d'avance sur nous. Mais aujourd'hui, je crois que Kigali aujourd'hui est démasqué par son attitude. Et puis en même temps, il faut bien comprendre aussi que ce qui a facilité la tâche aussi même auprès du président, c'est le fait qu'il y a eu un séisme au niveau de la gestion des relations internationales. Comme vous voyez aujourd'hui, personne n'aurait pu s'imaginer que le président Trump puisse aujourd'hui être presque complice du président Poutine. Donc aujourd'hui, au niveau international, il y a un contexte aussi qui a favorisé cela. Mais c'est bien que même au niveau de Kigali aujourd'hui, Kigali est secoué par ce changement sur le plan international. Et le fait aussi que, après avoir longtemps exploité le fait d'avoir été victime des génocides, ne fait plus mouche aujourd'hui au sein de la communauté internationale, et que la communauté internationale refuse le fait que on puisse considérer le fait d'avoir été victime des génocides pour s'autoriser à violer impunément le droit international. Et sur ce plan, je pense que l'actuel chef de l'État a pesé de tout son poids, si bien que aujourd'hui, nous sommes en train de cheminer vers finalement l'arrivée au bout du tunnel, parce que tout dépendra de la qualité des discussions qu'il y aura à partir du 2 mai, lorsque nous allons cette fois-ci aborder les causes du conflit et finalement faire des propositions sur l'arrêt des hostilités et la conclusion que je souhaiterais d'un pacte de non-agression entre les deux pays, parrainé par les États-Unis d'Amérique. Si on joue bien, moi je pense que même Norvège ne sera pas indifférent. Je pense que ceux qui auront été à la base de la solution à la crise congolaise pourraient être éligibles même au prix Nobel de la paix. Mbote bandeko lelo na yeli bino sango kitoko sango ya Sendwave. Sendwave ezali nini bandeko na ngai? Pona bandeko nyonso baza na posa ya ko aider famille ko sunga famille na bamboka ya bapaya ekomi facile na Sendwave. Bakosala yango ndenge nini? Bo télécharger application ya Sendwave bandeko okoti kotinda mbongo partout na Afrique, na Congo, au fele et sili makambo ya kofuta mbongo ebele pona ba transaction na ba agence kasi lelo avec Sendwave au kotinda mbongo pe bakozo yango na chombo le même jour. Deko na ngai pona kosala ezali simple, au télécharger application au cheba identité na yo okoti kotinda mbongo facilement kasi esilité pona bandeko nyonso bako utiliser code promo na biso Tosha TV bazali na 10 € supplémentaires. Donc soki ou télécharger application tango ya kotinda na place ya code promo au komi Tosha TV ozali na 10 €. Cela veut dire quoi? Soko tindi 50 bakozwa 60, soko tindi 70 bakozwa 80. Ko umela te bandeko kende ko télécharger Sendwave na yo mbala moko osala transaction ya liboso avec Sendwave, transaction facile et rapide.